J'aimerais tout d'abord que vous me définissiez dans vos mots ce que c'est l'intrapreneuriat pour vous, pour Business Families Foundation, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici au Québec, l'intrapreneuriat? C'est un concept qui peut paraître nouveau, mais en fait c'est une idée très ancienne qui consiste à utiliser au mieux les ressources existantes d'une entreprise, les savoir-faire d'une entreprise, pour permettre aux entreprises existantes de s'adapter, voire d'anticiper ce que vont être les attentes des marchés. Donc l'intrapreneuriat, c'est quelque chose que de nombreuses entreprises familiales font depuis des générations sans le savoir. Mais c'est de se dire, nous allons continuer, mais nous n'allons pas forcément continuer de la même façon. C'est une autre façon d'envisager la continuité, c'est une autre façon d'envisager la relève des entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'on parle de plus en plus d'intrapreneuriat au niveau des familles en affaires? Oui, je vais répondre avec, quand je parle des entreprises familiales ou des familles en affaires, je les vois à travers des trois prismes ou des trois lunettes ou des trois casquettes, parce que je viens d'une famille en affaires de 4e génération. J'étais consultant et professionnel pour soutenir ou accompagnateur des familles en affaires, et je suis professeur-chercheur et enseignant dans les domaines des entreprises familiales et familles en affaires. Donc, j'essaie d'analyser les phénomènes de ces trois lunettes, mais pour répondre à ta question, au début, d'un point de vue des chercheurs, au début, la recherche sur les entreprises familiales était très préoccupée sur les conflits, sur la relève. Et après, ça a eu une évolution et il s'est focalisé sur la gouvernance, sur l'attachement émotionnel des membres de la famille, sur les aspects uniques à une entreprise familiale vis-à-vis d'une entreprise non familiale. Mais dernièrement, il y a un engouement pour l'entrepreneuriat ou l'esprit entrepreneurial au sein d'une famille en affaires. Pourquoi? Parce que, en fait, pour pérenniser ou pour assurer la croissance ou pour sauver du déclin une entreprise familiale ou pour maintenir la richesse, la création d'emplois au sein d'une famille en affaires ou dans une entreprise familiale, on considère que c'est important de transférer l'entreprise d'une génération à l'autre, mais peut-être une chose plus importante encore, c'est transmettre l'esprit entrepreneurial aux générations suivantes. Et concrètement, l'intrapreneuriat, ça s'installe comment dans une entreprise familiale? Ça se matérialise comment? Alors, il y a plusieurs étapes et on peut probablement prendre l'année 2019 comme un point d'orgue, un moment assez important, c'est-à-dire donner à la génération montante l'envie de s'appuyer sur l'existant. Et pour ce faire, on sait à quel point l'entrepreneuriat est compliqué. Hein, donc, quand on a la chance d'avoir des savoir-faire, quand on a la chance d'avoir des ressources existantes, on va essayer de faire privilégier le faire ensemble plutôt que de faire séparément. C'est de permettre à la génération montante de faire ses propres expérimentations, en définissant ensemble un cadre défini que l'on appelle le carré de sable. Et ce cadre défini, ça permet à l'apprenti entrepreneur eh bien de développer sa vision, de développer son projet sans mettre à risque l'entreprise mère. C'est également de lui fournir le soutien nécessaire, mais sans faire à sa place. On connaît trop bien dans nos familles entrepreneuriales l'idée de ah mais tu fais pas assez bien, ou tu devrais regarder comment nous avons fait, etc. Non, je crois que la génération montante n'a pas envie de se voir dicter que faire, particulièrement quand la transition se fait vers le numérique ou vers des choses qui ont dont la génération d'avant a un peu moins l'expérience.
peut-être assurer aussi à cet intrapreneur le fait que le spin-off, cette nouvelle entité, cette nouvelle née sera mis à son actif. Chaque génération a besoin de prouver à la génération précédente qu'elle est capable, qu'elle a la volonté, le savoir-faire, la résilience. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. Ça n'est pas simplement de mettre ses pas dans les traces de son prédécesseur, c'est bien de faire sa propre trace dans la neige comme nous aujourd'hui autour de nous. Et enfin, c'est une vision des entreprises familiales véritablement d'arbitrer en faveur de l'avenir. Parce que une continuité telle qu'on l'a connue depuis 5 siècles, oui. Ça ne se passera plus de la même manière. Donc, il faut faire confiance à l'avenir et c'est un gage que l'on donne à la génération montante. On croit suffisamment en vous, on va vous soutenir. On ne vous donne, il n'y a pas trop de prérequis et on va juger de votre capacité à emmener cette entreprise à un autre niveau. Mais pourquoi il faut le faire? Parce que si les membres de la famille auxquels on va transférer l'entreprise n'ont pas un esprit entrepreneurial, ils ne vont pas chercher l'innovation, ils ne vont pas identifier les opportunités qui se présentent, ils ne vont pas prendre des risques. Quelqu'un qui on ne l'a pas laissé prendre un risque pour $500 ne va pas prendre un risque pour $1 million. Quelqu'un qui n'a pas géré une équipe, qui n'a pas lancé une innovation, difficilement va avoir l'expérience ou les compétences pour lancer cette innovation. C'est au fond un entrepreneur qui, on pourrait dire, qui est courageux, mais pas forcément téméraire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vise à prendre des risques calculés. Peut-être qu'il n'aurait pas démarré une entreprise de rien. Là, sachant qu'il a une forme de parachute, qu'il a quelque chose, et puis des gens qui sont bienveillants à son endroit, hein, et qui ne sont pas seulement la famille, mais qui peuvent être les gens qui l'ont vu grandir et qui ont envie qu'il réussisse. L'autre profil de l'intrapreneur, c'est que il n'est pas le successeur désigné. Par définition, il est tous ces gens qui sont nés autour d'une entreprise et dont nous avons la faiblesse de penser qu'ils ont un ADN entrepreneurial plus fort. Plus fort parce qu'ils savent ce que sont les prérequis. Ils savent que travailler fort, c'est une obligation, que ne pas prendre de congé, ça vient avec l'entrepreneuriat, que le sens de la responsabilité. Donc tout cela fait que n'importe lequel des enfants, des neveux, des cousins, des cousines qui sont proches ou qui ont été proches de cette entreprise ont une capacité à entreprendre. Est-ce que tu as des exemples concrets de situations où il y a eu de l'intrapreneuriat qui a amené une régénération de l'entreprise ou à l'inverse, il n'y a pas eu d'intrapreneuriat, ce qui a fait que l'entreprise ne s'est pas pérennisée ou n'a pas assuré sa continuité en fait? Oui, si on peut utiliser un exemple local des entrepreneuriats, on peut voir Renaud Bré. Renaud Bré, c'était une librairie qui était une librairie classique, comme ça, qui vendait des livres avec des personnes qui étaient des conseillers pour t'aider à acheter des livres, a innové avant que Amazon commence à vendre des livres en français. Ils ont lancé un site web pour vendre des livres en français. Quand Blaise Renaud a pris la tête, il était très jeune, avec un très fort esprit entrepreneurial. Il a fait plein d'innovations. Il a passé un modèle pharmacie, je m'explique. Avant, dans les pharmacies, on trouvait que des médicaments, mais en Amérique du Nord, ou peut-être partout en Amérique, pas en Europe, les pharmacies sont devenues des supermarchés où, au fond, il y a des médicaments. Oui. Donc, maintenant, les Renaud Bré, c'est une entreprise où il y a des cadeaux, il y a des souvenirs, il y a des matériels culturels, des matériels de musique ou des objets de musique, et il y a aussi des livres. Oui. Donc, il a quand même changé, il a fait une petite révolution qui a fait que beaucoup de librairies sont en train de fermer et eux, ils sont en croissance, ils sont achetés à Archambault. Oui. Et son innovation, c'était dans son modèle d'affaires. Il faut être conscient que
les modèles d'affaires de toutes les entreprises au monde a une date de péremption. Comme un yaourt. Simplement que dans les yaourts, tu peux voir la date de péremption. Et dans ton modèle d'affaires, il faut voir les tendances, il faut voir les opportunités, il faut comprendre quand est-ce que les modèles d'affaires vont changer. On connaît des entreprises canadiennes ou québécoises comme Eaton ou Dupuis et Frères. Quand je suis arrivé au Canada, et je ne les ai pas connus, mais j'ai lu l'histoire des entreprises familiales. Et c'est des entreprises qui ont vécu pendant 100 ans ou pendant 100 ans, et aujourd'hui, ils n'existent plus. Et je pense, ou il y a des analyses que j'ai lues, qu'ils ne sont pas su s'adapter. Il y a les centres d'achat qui sont arrivés. Eux, ils voulaient garder leurs grands magasins au centre-ville. La vente par catalogue était en déclin. Donc, ils ne sont pas su identifier les opportunités, sentir le besoin de marché, encore moins prendre des risques énormes pour changer les modèles d'affaires. Et ça parle d'un manque de développement d'esprit entrepreneurial, à mon avis, très, très personnel. Je pense qu'il y a des entrepreneurs dans ces familles qu'aujourd'hui, ils continuent à lancer des entreprises, mais ces entreprises auraient pu survivre comme d'autres ont survécu s'ils avaient pu renouveler leur modèle d'affaires. Je pense que c'est un moment clé pour travailler sur nos nouvelles générations, pour emmener nos entreprises au-delà. L'autre jour, j'étais dans une présentation de la ministre fédérale, Madame Ng, la ministre de la petite et moyenne entreprise, et il nous disait que, si je me rappelle bien, moins de 15% de nos PME exportent. Donc, et nos nouvelles générations, ils sont dans un monde global. S'ils ont fait des études universitaires, ils sont foisonnés avec des professeurs, avec des collègues, ils ont fait des voyages à l'international. Chaque jour, les gouvernements rendent de plus en plus facile l'exportation. Chaque jour, on est de plus en plus outillés pour se développer, pour exporter. Donc, je pense que c'est un moment clé pour que nos membres des familles en affaires développent leur esprit entrepreneurial. Il faut véritablement insuffler une culture. C'est très important que quelle que soit la taille des entreprises, mais que cette culture intrapreneuriale fasse sa place dans les entreprises. C'est-à-dire les essais et les erreurs, d'être ouvert à l'expérimentation, d'encourager chacun à contribuer. Parce que si c'est une entreprise qui roule assez bien avec ses processus, ses savoir-faire, etc. Vous amenez un jeune de 20 ans qui a gradué, qui débarque là, il se dit je ferai toujours moins bien. Oui. Plutôt que des gens qui ont 20 ans d'expérience. Alors, parce que peut-être que les processus sont à revoir, peut-être que la courbe de vie de notre entreprise, comme celle de nos marchés, elle arrive à sa maturité. Donc, regarde ça avec un œil neuf, ne jette pas tout aux orties, mais essaie, parce que tu as à cœur le fait que nous continuions, même différemment, regarde comment l'entreprise pourrait venir servir ton dessin, venir servir ton projet. Et ça, c'est la première des choses. On ne demande rien en retour. Il faut valoriser l'échec. Ça veut dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a échoué plusieurs fois avant d'arriver à trouver un bon modèle d'affaires. Et je pense qu'il faut permettre aux membres de la famille de faire des projets et avoir des petits ou moyens échecs graduellement et valoriser. Ça veut dire de dire, OK, tu as pris un risque. Qu'est-ce que tu as pris? OK, maintenant on va voir. Donc, les accompagner. Je pense que ça c'est très important parce que on dit beaucoup, la première génération a créé l'entreprise, la deuxième génération gère l'entreprise et la troisième génération dépense l'argent de l'entreprise. On peut changer ça et dire la première génération
a créé l'entreprise, la deuxième l'a fait grandir, la troisième l'a rendue internationale. Ça veut dire que chaque génération a été une première génération. Denis Paré-Julien dit souvent ça dans ses conférences. Chaque génération doit se considérer comme une première génération. Pas dans le sens qu'ils sont fondés, dans le sens que s'ils ont pris l'entreprise là, ils l'ont emmenée là pour que la prochaine génération l'emmène là. Puis en terminant, si on avait une grande conclusion à faire, Olivier, par rapport à l'intrapreneuriat, à l'importance de l'intrapreneuriat au Québec, et si on avait une motivation pour se joindre à ce parcours-là, ça serait quoi, en fait, le grand mot de la fin, disons? Ben, la première chose, c'est que une famille, c'est formidable. Une famille, elle aura toujours ce que le reste, que vos bailleurs de fonds, des venture capital, vos banques, etc. n'auront pas, c'est qu'elle aura envie de vous voir réussir. Et que ça n'est pas simplement du love money, ça n'est pas que ça, c'est que tous les efforts de la famille et de l'entreprise vont vous amener à devenir quelqu'un qui va demain porter le nom de l'entreprise, etc., et faire rayonner l'entrepreneuriat au Québec. Donc, je crois que faire ensemble, c'est formidable. Même si on est dans un monde qui est un monde un petit peu plus individualiste, je pense que si le Québec peut avoir, par rapport à d'autres provinces, par rapport à des pays limitrophes, cette qualité, vous savez, au Japon, qui est le pays où il y a le plus d'entreprises familiales, clamer qu'on est une entreprise familiale, c'est un gage, c'est une garantie, c'est de valeur de confiance qui est exceptionnelle. Donc demain, les entreprises québécoises puissent dire nous sommes des entreprises de confiance puisque nous sommes des entreprises familiales et nous avons compris ça depuis 3 ou 4 générations, ça serait formidable, c'est un avantage concurrentiel énorme. D'accord. Alors, donc, c'est le faire ensemble, le mot de la fin. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Olivier, pour votre temps. Merci.